Bienvenue dans Le Son du Vent, le podcast qui vous emmène à la découverte des voix, des histoires et des ambiances qui font vibrer. Ces podcasts audio sont une production Alpine Chat Bird. Ici, on écoute, on partage, on s'évade. Je suis Nathalie Michel et dans chaque épisode, on vous propose un voyage sonore unique entre rencontres inspirantes, paysages sonores et récits authentiques. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jérôme Savario, parti voler en parapente au Kilimandjaro. Prêt à tendre l'oreille ? C'est parti. Épisode 5, Base Camp, camp de base. « 24-09-17, 18h20-47. Quatrième jour. Direction le camp de base. Lors du briefing du matin, on m'annonce qu'il va y avoir du vent. Pour le reste, c'est flou. Aujourd'hui, nous devons atteindre le camp de base. Côté santé, tout va bien. Côté fatigue, ça tient encore. Et l'ambiance ? Plutôt bonne. À notre arrivée au camp de base, nous aurons une fenêtre météo de 3 jours pour tenter l'ascension du Kilimandjaro et pour y décoller. 3 jours, ce n'est pas énorme, mais on fera avec. Enfin, on verra bien. Mais avant d'y arriver, revenons sur cette journée. Une journée magique, marquée avant tout par la musique. Nous partons de 4310 mètres d'altitude pour atteindre 4710 mètres. Soit une progression de 400 mètres dénivelée sur 9 km. Oh là là, ça s'annonce long, pas trop pentu, mais toujours polé, doucement, car il faut s'acclimater. Nous sommes en haute montagne. Chacun doit gérer son souffle, son énergie et sa fatigue. On nous annonce une étape en 2 parties. La première, caillouteuse et pentue. La seconde, plus plate, mais exposée au vent. Tout au long du chemin, je continuerai à faire du son et en écouter. L'équipe était enjouée, ça chantait. Et moi, je ne cessais de jouer avec eux, de capter ces instants en enregistrant leur voix. Je passais parfois devant les guides qui ouvraient la voix, le fameux lead, comme on dit, où je restais à l'arrière pour enregistrer des sons, des ambiances. But you'll carry on till we're done, till we die. Hey! Encore! Je voyais bien que tout ça perturbait un peu l'organisation des guides, habitués à ce qu'on suive leurs directives. Mais en même temps, ça les faisait bien rire de voir un Frenchie complètement dans son univers. C'est comme ça que j'ai hérité de mon surnom, Alpine Chat Bird. L'Alpine Chat Bird, vous savez ce que c'est ? C'est un petit oiseau curieux, souvent observé au sol, à la recherche d'insectes. Très actif, il ne tient pas en place, toujours à bouger, il ponctue ses passages d'un tic-tic, tic-tic-tic. On le repère facilement près des sentiers de randonnée, même sur des montagnes aussi majestueuses que le Kilimandjaro. Ce surnom, Alpine Chat Bird, c'est celui qu'on m'a donné. Voir un Frenchie complètement dans son monde, à faire chanter l'équipe ou à enregistrer des sons en pleine montée, c'était tout un spectacle. Même Dawson, le chef de l'expédition, et Robinson, un guide expérimenté, s'étaient prêtés au jeu avec enthousiasme. C'était fou. On rigolait, on s'amusait, et le temps passait, et on avançait. Robinson et Dawson, très religieux, chantaient des évangiles en gospel, leur voix résonnant dans l'air frais de la montagne. Pendant ce temps, Cosmas, le jeune guide et mon traducteur, boudait. Son visage fermé trahissait une tension. Quelques jours plus tôt, une discussion avait éclaté entre eux en swahili. Le ton, inhabituellement élevé pour des hommes d'apparence si paisibles, avait surpris tout le monde. Robinson et Dawson insistaient sur l'importance d'aller à la messe, mais Cosmas refusait de se plier à leurs conseils. Malgré sa foi en Dieu, il ne voulait pas qu'on lui dicte sa pratique religieuse. Quand il m'en avait touché un mot, je lui avais simplement dit que cela semblait être une question de génération, une remarque qui l'avait fait réfléchir, même si son humeur, ce jour-là,
restait maussade. Je me souviens très bien, très bien. Ce soir-là, ma tante était juste à côté de la leur. Même si je ne comprenais pas tout, leur voix en swahili portait dans le calme de la nuit. La discussion, semble-t-il, avait repris, mais cette fois sur un ton plus apaisé, empreint de ce respect propre aux gens de la montagne, surtout en haute altitude. C'était fascinant d'assister, de loin, à cet échange entre générations. Les plus vieux et les plus jeunes, toujours ce même éternel débat. Mais bon, revenons sur cette joyeuse journée. L'ensemble de l'équipe était content, malgré la fatigue qui marquait certains visages. À plus de 4000 mètres d'altitude, chaque pas comptait. Et puis, au loin, il était là, le fameux camp de base, encore minuscule, accroché à l'immensité de cette énorme montagne qu'est le Kilimandjaro. Le camp de base est le point névralgique et stratégique dans les expéditions en montagne, fournissant un lieu de repos et de préparation avant de s'attaquer aux hauteurs les plus extrêmes. Le sommet, du coup, pour nous, cette fois-ci, le fameux summit du Kibo, à 5895 mètres. Nous marchons à travers un désert lunaire, brut et saisissant. Sur notre gauche, le Mawenzi s'élève comme un gardien silencieux, sombre et imposant. La musique dans mes oreilles amplifie chaque sensation, chaque battement de mon cœur. Je suis ailleurs, comme transporté sur une autre planète. Suis-je grisé par l'altitude, ou est-ce l'exaltation pure de me dire que nous touchons presque au but ? Dans un élan irrésistible, je dépasse le guide Dawson, celui qui ouvrait la voie depuis le début. Fini le polé-polé, ce pas lent et mesuré. Quelque chose en moi s'éveille, une force presque animale. Je marche à mon propre rythme, sans me retourner. Le vent glacé mordant mon visage, mais je m'en moque. J'avance, porté par une énergie et des sentiments que je ne m'explique pas. Avant même de m'en rendre compte, j'ai pris 400 mètres d'avance sur le groupe. Puis je m'arrête, et je tourne la tête. Et là, mon souffle se coupe. Au loin, je vois mon équipe avancer lentement, comme une caravane minuscule, fragile, dans l'immensité. Derrière eux, le Mawenzi domine le paysage, sombre et solitaire. Autour de moi, un désert noir, austère et infini, froid comme l'espace. Mais incroyablement beau, sous un ciel bleu parsemé de quelques nuages d'altitude. C'est incroyable. Et derrière moi, le Kilimandjaro colossal et intemporel se dresse avec une majesté écrasante. Tout semble converger vers cet instant unique, où la grandeur de la nature met en lumière ma propre petitesse. C'est un moment suspendu, un magic moment que je n'oublierai jamais. Ce souvenir s'ancre en moi, brûlant, éclatant, vivant. Je suis vivant. Après 5 heures de marche et des pauses bien méritées, nous atteignons enfin le camp de base, perché à 4710 mètres d'altitude, presque la hauteur du Mont Blanc. L'atmosphère change instantanément. Ce n'est plus le calme du désert. Le camp est animé, grouillant de vie avec des habitations en dur. Nous signons le registre d'arrivée, puis sans tarder, nous rejoignons notre camp pour nous y abriter et récupérer. Notre camp est installé juste à côté de la fin de la voie normale, la célèbre voie Marangu. Peu à peu, des groupes commencent à arriver. On aperçoit des visages fatigués, des marcheurs soutenus par leur guide, essoufflés, parfois vacillants. L'altitude commence à faire son œuvre. Et le spectacle nous rappelle que la suite ne sera pas une partie de plaisir. Il est 15h, ce 10 septembre 2024. On s'installe dans une routine simple, préparer le duvet pour la nuit, boire beaucoup d'eau et se retrouver dans la tente messe pour se réchauffer et récupérer. Mais Ben, notre guide, vient briser ce moment de calme. « J'ai besoin de vous parler », annonce-t-il d'un ton sérieux. Nous nous rassemblons autour de lui, attentifs. « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle », poursuit-il. 24-09-17 19h32, 31. Quand Ben nous demande si on veut entendre la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier, on choisit sans hésiter. La bonne. Dawson est là aussi. Et on sent que quelque chose d'important se joue. Ben prend la parole. Les gars, on a la fenêtre météo qu'on espérait.
Ça s'annonce bien, on va pouvoir tenter l'ascension. Et pour ceux qui veulent, les conditions semblent idéales. Explosion de joie. On va enfin pouvoir entamer l'ascension finale, celle qu'on attendait depuis le début. Mais tout le monde se tait lorsque vient la question inévitable. Et la mauvaise nouvelle alors ? Dawson répond d'un ton direct mais calme. On part à 23h. Pas le temps de s'acclimater davantage. Désolé les gars. Le programme change immédiatement. Plus question de traîner. On se réhydrate en vitesse, on vérifie et prépare le matériel, dîner à 17h, lever à 22h, et pour ceux qui le peuvent, un repas rapide avant le départ. À 23h, on attaque l'ascension finale. L'excitation laisse place à la concentration. Le sommet nous attend et le compte à rebours est lancé. Ok, on encaisse la nouvelle, encore joyeux malgré tout. L'ascension est pour le 11 septembre, mais on va enchaîner 2 jours presque sans repos ni acclimatation. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour ça ? Est-ce que je vais tenir le coup ? Et surtout, est-ce que tout va bien se passer ? Les questions se bousculent dans ma tête. Ne rien oublier dans le matériel, tout vérifier. Mais l'angoisse commence à monter. Je me sens un peu perdu, mes repères s'échappent. À ce moment précis, l'idée est claire. Se concentrer uniquement sur les heures clés, sur ce qu'il faut faire à chaque instant. Le reste n'a plus d'importance. Il faut éviter de gaspiller la moindre énergie, garder chaque ressource pour l'ascension qui nous attend. Avant le dîner, chacun choisit soit de préparer son sac, soit de profiter d'une petite sieste. Nous avons environ 3 heures devant nous pour organiser notre matériel de parapente, ranger nos affaires, nous reposer un peu et préparer notre couchage. Le plus important est de décider quelles affaires garder sur soi et quelles autres laisser au camp, dans nos gros sacs. C'est parti, on commence par vérifier les batteries, prévoir l'alimentation et l'eau, et bien sûr, les vêtements chauds. Il est temps de changer de chaussures, car nous arrivons en haute montagne, et il va faire froid. Surtout avec un départ de nuit. L'objectif reste le même, faire l'oignon. Pour ma part, j'ai prévu 5 couches. La première, dite première peau, doit être très respirante. Un t-shirt à manches longues en mérinos fait l'affaire. Je rajoute un t-shirt à manches courtes par-dessus pour ajouter une couche supplémentaire. J'oublie de prendre le fameux t-shirt de rechange, celui que l'on garde au cas où l'on transpire trop et qu'on doit changer à l'arrivée. La deuxième couche, la polaire, est une Polartec, chaude et respirante. Puis, pour la troisième couche, j'ai ma Gore-Tex, contre le vent et la pluie, ou ma grosse doudoune. J'avais testé cette doudoune sur le mont Ventoux, au printemps dernier, près de chez mes parents. J'avais grimpé seul, sous un vent glacial, avec de la neige fraîche qui recouvrait tout et personne pour faire la trace. Ce moment reste gravé dans ma mémoire. Le vent hurlait, la neige fouettait mon visage, et j'ai continué à avancer, déterminé. J'étais seul, là-haut, face à l'immensité. Un moment mémorable, intense. C'est à ce moment-là que je me suis dit que cette doudoune ferait l'affaire pour l'ascension du Kilimandjaro. Elle avait résisté à l'épreuve, et je savais qu'elle serait prête à affronter ce défi. Côté pantalon, je prends un collant première couche, puis un pantalon Gore-Tex que j'utilise souvent pour le parapente. Pour les chaussures, mes bottines de montagne avec des chaussettes en mérinos car je suis particulièrement sensible des pieds. Enfin, je n'oublie pas mes gants, avec des sous-gants en soie, mon bonnet fétiche en polaire, ma frontale et mes lunettes de soleil. Côté alimentation, j'avais prévu de prendre beaucoup de barres de céréales pour tenir pendant l'ascension. Je comptais aussi sur 2 camel bags pour l'eau, un de 2 litres et un autre de 1 litre, pour ne jamais manquer d'hydratation. En plus, je rajoutais un thermos de 75 centilitres de thé, histoire d'avoir un peu de chaleur réconfortante lors des pauses. Chaque détail compte quand on se prépare pour une ascension aussi exigeante. J'avais choisi d'amener mon parapente spécial, montagne, une ultralight de chez Ozone, un modèle léger, de catégorie A, avec une sellette réversible, c'est là où on s'assoit, ultra légère. Ce sont les ailes les plus faciles à gérer, ce qui était un choix logique étant donné que je m'attendais à un vent fort, particulièrement au décollage. Ce parapente me permettait donc de mieux gérer les conditions difficiles au départ. Cependant,
Je savais bien que cette voile n'était pas aussi performante que mes autres voiles de catégorie C. L'Arctic 4 et ma voile d'accro, l'Emily, qui sont bien plus techniques et réactives. Les autres membres de l'équipe avaient des modèles plus performants. Des voiles B, des voiles B+, et Lex, lui, avait une voile de catégorie C, une Alpina, conçue pour une meilleure performance en vol. Comparé à tout ça, mon parapente était clairement plus adapté pour la facilité de prise en main, mais moins performant pour des longs vols et des grands planets. L'heure filait, et après avoir fait mon sac minutieusement, je décide de ne pas me reposer sur le camp, où l'agitation règne, mais juste à côté, dans un coin un peu plus tranquille. L'idée était d'être au calme, loin du brouhaha, pour essayer de récupérer un peu d'énergie avant l'ascension. Je règle une alarme sur mon téléphone, au cas où je m'endormirais, histoire de ne pas risquer de perdre une minute précieuse. Tout doit être parfait. Et il n'y a pas de place pour l'imprévu maintenant. Il est 17h. Nous arrivons dans la tente messe, prêts à savourer la fameuse soupe traditionnelle. C'est un vrai délice. Servie dans une grosse gamelle en thermos, elle est parfaite après toute cette journée de marche. Luc me montre les parois du récipient, complètement déformées à cause de la pression atmosphérique qui a changé depuis notre dernier camp. On sent vraiment qu'on est de plus en plus haut. Je n'ai pas très faim, mais je me force à manger un maximum de pâtes, conscient qu'il faut recharger mes réserves d'énergie pour ce qui nous attend. Chaque bouchée est une obligation, mais je sais que c'est essentiel pour tenir le coup. C'est étrange, l'appétit ne vient pas facilement ici, mais l'instinct me dit que je dois remplir mes réserves, autant que possible. Mais, surprise, c'est l'anniversaire d'Alex, le 11 septembre. Comme on doit partir dans la nuit pour l'ascension, il a été décidé de le fêter avant. Au dessert, l'ambiance devient folle. On se met tous à chanter Happy Birthday ou Joyeux anniversaire en français bien sûr, avec des chapeaux pointus sur la tête et des cotillons qui volent dans tous les sens. Toute l'équipe débarque dans notre tente messe. Les porteurs, les cuisiniers, tout le monde est là. On est 30 personnes à se serrer dans cet espace étroit. Et cerise sur le gâteau, un véritable gâteau a été préparé pour Alex. Un moment de pure folie, de joie pure, qui nous fait oublier la fatigue. Alex est ému, tout sourire, et il coupe son gâteau en morceaux pour tout le monde. C'est incroyable. C'est hors du temps. Alors que le temps nous est compté, quel paradoxe. Merci Luc pour cette bonne idée, je dis tout sourire. Dans l'euphorie, Lex promet de garder son chapeau et de voler avec s'il décolle. Je rigole, je le prends au mot et il me dit de garder le sifflet, ce tube enroulé qui fait un bruit quand on souffle dedans, pour l'accompagner au décollage. Les rires fusent. L'ambiance est légère, personne ne se prend au sérieux et j'adore ça. C'est un moment simple mais parfait, un vrai moment de camaraderie avant l'aventure. Cependant, 10 minutes plus tard, nous voilà avec Dawson et son équipe en train de faire le fameux check-up de santé. Le test du doigt pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. Ok, tout va bien. Tout le monde peut donc faire l'ascension finale. Les dernières consignes arrivent. Mais c'est en anglais et je ne comprends pas grand-chose. Luc me traduit quelques phrases, mais paradoxalement, je me sens serein. Cela fait tellement longtemps que j'en rêve. Et enfin, nous y sommes. Enfin, on y va. Enfin, ce moment tant attendu est là. On verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Peu importe. L'important, c'est d'y être, de tenter, de vivre pleinement ce moment, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, je dois être concentré, rigoureux, réfléchi, et surtout, zen. 24-09-18, 10h38, 16. Très rapidement, tout le monde veut dormir. Chacun se glisse dans sa tente, tentant de se reposer avant l'ascension. De mon côté, j'arrive tant bien que mal à me décontracter. L'impatience me ronge déjà. Je suis prêt à commencer, mais le sommeil peine à venir. 22h. Le réveil sonne. Une petite collation rapide et des bonbons sont proposés. Tiens, c'est nouveau. Je me force à boire du thé en grande quantité, à manger encore,
comme si c'était le matin. Sauf qu'il est 22h. Et dans 1 heure, c'est le départ officiel pour l'ascension finale. Mon sac de parapente est prêt, tout comme mon sac de la journée, soigneusement préparé. Cosmas, mon guide, m'avait donné quelques conseils le jour précédent, au cours de nos conversations. Il m'avait bien averti. Il va faire très froid. Il m'avait aussi conseillé d'utiliser mes camel bags, ces sacs à eau avec un tube en plastique, et de souffler dedans après chaque utilisation pour éviter que l'eau ne gèle dans le tube. Si cela arrivait, je n'aurais plus accès à l'eau. Heureusement, j'avais 2 camel bags, donc 2 fois plus de chance. Et pour le thermos, il m'avait dit de le mettre à l'envers pour qu'il puisse encore s'ouvrir plus tard. Sinon, il risquait de geler aussi. J'étais prévenu. Ça allait être glacé. Enfin, je me souviens de cette question que je lui avais posée. Est-ce que c'est dur l'ascension finale ? Il y a des endroits plus durs que d'autres ? Cosmas m'avait répondu d'un air confiant. Non, t'inquiète. Il y a juste une grosse bosse, après ça se calme un peu. Et après ça remonte. Et c'est là que souvent les gens abandonnent. Ah, ok, lui avais-je répondu, tentant de garder mon calme. Mais au fond de moi, je savais que ça ne serait pas si simple. Dawson, le chef de l'expédition, avait prévu 4 porteurs supplémentaires, des guides de haute montagne, juste pour porter nos sacs de parapente. Quand mon porteur a soulevé le mien, il a presque souri de soulagement. 8 kilos seulement, tandis que les autres, eux, se battaient avec 15 à 17 kilos. Je lui ai jeté un regard complice, et avec un sourire en coin, je lui ai dit en français « T'as de la chance, mec, ne l'oublie pas. Et si jamais ça ne va pas, j'espère pouvoir compter sur toi. » Il ne comprenait rien à ce que je disais, ni français, ni anglais, mais peu importe. Chacun était dans sa bulle, plongé dans ses pensées, dans cette attente silencieuse. Il fait noir, la pression monte, on attend le top de Dawson. 23h11, le signal retentit. C'est le départ. Vous venez d'écouter Le Son du Vent, une série audio de Jérôme Savario portée par la voix de Philippe Jouan. La musique est de Didier Béda et le mixage de Karine Favris. Ces podcasts ont été diffusés grâce à Antoine Salmon et ils sont soutenus par Studio B-Prod. On espère que ces récits vous ont fait frissonner, voyager ou simplement rêver. Vos retours nous sont précieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application d'écoute, à partager vos impressions et à nous suivre pour ne manquer aucun épisode. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-nous très bientôt dans un nouveau voyage sonore. En attendant, laissez-vous porter par le vent. Et à très vite. Et surtout, retenez une chose. Parfois, il suffit de 5 minutes de magie pour justifier des